Ok, donc bienvenue à tout le monde et merci d'être là. Alors je vois que certains disent qu'il n'y a pas de son. Est-ce que vous pouvez me confirmer que pour les autres que vous avez le son? Ok, ça marche. Est-ce que quelqu'un, s'il vous plaît, pourrait écrire dans la barre de discussion pour les personnes qui n'ont pas de son de se déconnecter et de se reconnecter? Merci. Alors, bien entendu, juste quelques points d'organisation. Vous ne pourrez pas intervenir en vocal. Vous comprendrez, ici, on sera bientôt plusieurs centaines dans cette conférence, donc ça va être une grosse problématique là si tout le monde commence à activer son micro et à parler. C'est pour ça que j'ai désactivé les micros. Par contre, vous pouvez discuter sur la barre de discussion. Alors, j'essaierai de répondre aux questions les plus importantes parce que enfin, malheureusement, je n'aurai pas le temps de répondre à tout le monde. Si vous avez des questions, vous pouvez encore me recontacter par mail. Je suppose que tout le monde a reçu mon mail après l'inscription. Donc, vous pouvez me recontacter et poser les questions que vous voulez. Pas de problème. On finira à 18 heures pile, vu que j'ai un autre engagement aussi après. Bon, cette conférence-là s'articule autour de la prise en charge micronutritionnelle de l'hypothyroïdie. Bien sûr, vous avez compris, c'est pas une conférence qui va détailler tout, mais je vous donnerai, en tout cas, j'essaierai de vous donner les grandes lignes, du moins de la méthodologie et du raisonnement sur comment on prend en charge une hypothyroïdie du point de vue micronutritionnel. Donc, c'est une conférence qui est organisée dans le cadre du Forum international de nutrition intégrative, qui, dans sa version pratique, okay, qui aura lieu entièrement en ligne le 25 février prochain. Ok, je vous en parlerai vers la fin pour celles et ceux qui sont intéressés. Restez jusqu'à la fin. Je vous dirai deux, trois mots par rapport à ça. Ok, donc prise en charge de l'hypothyroïdie en micronutrition. Donc, on va essayer d'aller à l'essentiel par rapport à ce qu'on va voir ici. Donc, petit rappel concernant les hormones thyroïdiennes et le métabolisme des hormones thyroïdiennes. Donc, vous savez que les hormones thyroïdiennes sont synthétisées par la glande thyroïde sous l'action de la TSH produite elle-même par l'hypophyse, qui elle-même est sous l'action de la TRH produite elle-même par l'hypothalamus. Okay, donc TRH, récepteur au niveau de l'hypophyse, produit la TSH. La TSH a des récepteurs au niveau de la thyroïde qui va produire la T4 et la T3. La production de la T4 et de la T3 se fait en grande partie donc au niveau de la thyroïde, et on a une certaine production de la T3 au niveau du cerveau et du foie à partir de la T4, puisqu'en fait, au niveau de la thyroïde, on produit à peu près 90% de T4 et 10% plus ou moins de T3. Cette quantité de T3 correspond, comme vous le savez, à la quantité de T3 nécessaire pour produire l'énergie nécessaire pour pouvoir fonctionner au repos, c'est-à-dire pour avoir un métabolisme de base, si vous voulez, ou pour avoir une certaine quantité d'énergie qui permet à une personne de rester en survie au repos. D'où l'importance de la réserve de T4. La T4 n'est pas du tout bioactive, c'est une hormone précurseur qui donne la T3. La seule fonction de la T4, c'est de donner la T3 ou alors
pourrait aussi considérer que ça intervient aussi dans la limitation de la production d'AT4, T3, parce qu'on a des récepteurs au niveau du rétrocontrôle, on a des récepteurs au niveau de l'hypophyse et de l'hypothalamus qui sont sensibles à la T3 et à la T4, qui font que quand on a trop de T4, T3, ben, l'axe hypothalamo-hypophysaire va ralentir la production de TRH, TSH, ce qui va ralentir la production de T4 et T3. Mais globalement, en termes de bioactivité, les hormones thyroïdiennes leur action est articulée autour de l'hormone T3. C'est la T3 qui est bioactive. La T4 n'a aucune bioactivité. Et donc, cette T3 a un récepteur. OK? Ça ne fonctionne pas toute seule, elle a un récepteur nucléaire. Donc, la T3 va être diffusée dans la circulation sanguine partout dans tous les tissus. Et dans tous les tissus, dans toutes les cellules, on a des récepteurs à la T3. OK? Et ces récepteurs à la T3 vont conditionner la fonction biologique de la T3. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'avoir uniquement de la T3, qui est l'hormone, comme je disais, thyroïdienne bioactive. Il faut aussi obligatoirement avoir des récepteurs qui fonctionnent et une bonne signalisation post-récepteur. Une fois que la T3 est fixée sur son récepteur, il devrait y avoir une bonne signalisation. Et donc, comme je vous disais, la T3 passe la membrane cellulaire, la membrane cytoplasmique, rentre dans le cytoplasme, arrive au niveau de la membrane nucléaire, et c'est là où se trouve le récepteur à la T3. Et donc, le signal qui sera déclenché, c'est un signal post-récepteur, c'est-à-dire à l'intérieur du noyau pour aller activer ou désactiver un certain nombre de gènes, ce qui donne les effets de la T3, donc des hormones thyroïdiennes qu'on connaît, notamment le catabolisme énergétique, notamment le métabolisme des protéines et tout un tas d'autres effets. Au niveau du cerveau, la T3 conditionne aussi la production d'un certain nombre de neurotransmetteurs, etc., etc. Donc, on a une production centrale de T4 et T3 au niveau de la thyroïde, sous l'action de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Et ensuite, on a une production accessoire de la T3, qui n'est en fait qu'une conversion de la T4 déjà produite par la thyroïde au niveau du foie. Donc, cette conversion se fait au niveau du foie par des enzymes qu'on appelle les désiodases. Okay. Donc, désiodase 1, ça c'est la désiodase qu'on trouve dans le foie, okay, qui convertit la T4 en T3. Comme son nom l'indique, désiodase, c'est-à-dire qu'on va enlever une molécule de d'iode à la T4 pour obtenir la T3. Et la DIO2, qui est une désiodase autre, on la trouve dans les neurones, dans le cerveau en gros. Okay. Et donc, le seul organe qui a la capacité de produire sa propre T3, okay, mis à part le foie, qui lui travaille pour le compte de tous les autres organes, le seul organe mis à part le foie, c'est le cerveau. Le cerveau a cette capacité de produire de la T3 à partir de la T4 produite déjà dans la thyroïde. Okay. Et donc, j'explique ça comme ça en détail parce que tout à l'heure, on va voir ça. Et donc, ça aura une implication très pratique que je vais vous expliquer juste après. Sinon, donc, au niveau de la voie de synthèse des hormones thyroïdiennes, on a différentes cibles. Donc, pour aller à l'essentiel, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais vous résumer ça globalement. Donc, pour aller à l'essentiel, on a différentes cibles. Alors, ça, je vais revenir dessus tout à l'heure. Donc, pour les différentes cibles, on a donc déjà la production de TSH. OK. Alors, il y a la production de TRH aussi, comme je vous disais, par l'hypothalamus, mais celle-ci, on n'a pas d'effet direct sur la production de la TRH dans le cadre de cette approche micronutritionnelle. Par contre, on peut
améliorer la synthèse de la TSH au niveau micronutritionnel et on va voir ça juste dans la slide d'après. Production, donc ça c'est la première cible. S'il n'y a pas suffisamment de TSH, bon, on n'aura pas suffisamment de T4 et T3. Et ici, il ne faut pas confondre entre une TSH qui se régule à la hausse ou à la baisse en fonction du taux de T4 et T3, ok, et la capacité de l'hypophyse antérieure à produire suffisamment de TSH. D'accord? Donc, il y a des situations où on peut avoir des déficits de TSH qui n'ont rien à voir avec la quantité de T4 ou T3 qu'on a dans le sang. C'est-à-dire que l'hypophyse a de fait une insuffisance dans la production de la TSH. OK? Donc, il y a cette situation-là, parce que la TSH est extrêmement importante dans le sens où souvent on parle de TSH uniquement lorsqu'il y a une problématique, hypothyroïdie, la TSH augmente pour essayer de forcer un petit peu la thyroïde à produire plus de T4, T3, mais souvent ça ne réussit pas, la TSH reste élevée, T4, T3 basse, etc. Donc, on ne parle pas de cette situation ici. La TSH est beaucoup plus utile chez les personnes qui ont des problèmes de dysthyroïdie subclinique et les personnes saines, en fait. Quelqu'un qui est en bonne santé peut avoir des contraintes métaboliques ponctuelles, d'accord, qui vont faire en sorte que la synthèse de la T4 et T3 au niveau de la thyroïde soit ralentie. Ponctuellement uniquement. Hein. On peut supposer, par exemple, sur une période de la journée qu'il y ait un peu moins d'apport d'iode qui arrive au niveau de la thyroïde. Et là, sur cette période-là, on va avoir un peu moins de T4, T3. Il va y avoir une fatigue, il va y avoir tous les symptômes par rapport à l'hypothyroïdie, un ralentissement moteur, psychomoteur, mental, etc. Il peut y avoir, par exemple, des contraintes au niveau du transport, par exemple, des protéines. Il peut y avoir des contraintes au cours de la même journée, ponctuellement, sur la quantité de thyroglobuline qui arrive au niveau de la thyroïde, etc., etc. Il peut y avoir un ensemble de contraintes qui font que sur une période de la journée, on ne va pas pouvoir synthétiser suffisamment de T4 et de T3. Ça, ce n'est pas détectable par la biologie ou même d'ailleurs par la clinique. C'est un peu complexe. Par contre, qu'est-ce qui va permettre de synthétiser toujours suffisamment de T4 et T3? C'est la TSH. C'est l'axe hypothalamo-hypophysaire. Quand la thyroïde ralentit légèrement, okay, l'axe hypothalamo-hypophysaire synthétise suffisamment de TSH pour forcer la thyroïde à synthétiser un peu plus et donc à se réguler. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que la TSH a un intérêt particulier. Sinon, donc la production de T4 et T3, ça c'est la production proprement dite des hormones thyroïdiennes par la thyroïde. La substitution de l'iode par les halogènes, ça c'est une autre problématique très importante à intégrer dans votre raisonnement quand vous faites face à des patients qui ont des hypothyroïdies. Conversion de la T4 en T3 dans le foie et conversion de la T4 en T3 dans le cerveau. Deux choses différentes. On va en parler tout à l'heure. Sensibilité au récepteur la T3, ok, et signalisation post-récepteur, ce que j'expliquais juste avant. Et puis, il y a quelques autres cibles, quelques autres facteurs, des solutions, etc., un petit peu mélangées, qu'on abordera dans les grandes lignes vers la fin de cette conférence. OK. Alors, ça marche. Donc, sinon, on va commencer à voir un petit peu ces différentes cibles une par une. Alors, évitez, s'il vous plaît, d'écrire des trucs comme ça, de faire des gribouillis, parce que je ne pourrais pas enlever ça directement. Je dois départager et repartager l'écran pour que ça s'enlève. OK, donc pour la production de la TSH, donc on a un régulateur très puissant de la production de la TSH qui est le magnésium. Et il n'y a qu'un seul cofacteur à la TSH,
qui est le magnésium, qui est d'ailleurs aussi le cofacteur d'une bonne partie des hormones centrales. La TSH est une hormone centrale, c'est une hormone adaptative, on va dire. Okay, adaptative dans le sens que je viens d'expliquer, c'est-à-dire qui permet de veiller à ce qu'il y ait une production continue et suffisante de T4 et T3, malgré les contraintes ponctuelles qui peuvent apparaître au fur et à mesure au cours d'une journée. OK? Donc là, vous avez, bon, là, c'est quelques études là, qui font le lien entre magnésium et TSH, mais il y en a d'autres aussi. OK? Donc le déficit en magnésium va produire, dans certains cas, ce n'est pas toujours le cas, hein, parce que la production de TSH dépend de pas mal de choses, mais en tout cas, ça c'est un facteur important, dans certains cas pourrait produire une difficulté à produire de la TSH. Alors qui ne va pas forcément se manifester par un déficit de TSH, hein. Il ne faut pas s'attendre à voir ça. C'est plus rare. Le déficit en TSH apparaît surtout lorsqu'il y a des problèmes génétiques, des défauts congénitaux dans l'hypophyse ou même dans l'hypothalamus par rapport à la TRH, par rapport au récepteur à la TRH dans l'hypophyse, ce qui fait qu'on peut avoir un déficit en TSH, mais c'est extrêmement rare. Okay, c'est pas quelque chose qui va nous intéresser ici parce que c'est très rare. Mais sinon, donc pour le déficit en magnésium, ça peut produire tout simplement une difficulté à produire de la TSH par l'hypophyse, et donc l'hypophyse ne pouvant pas produire suffisamment de TSH, okay, il va y avoir un rétrocontrôle sur l'hypothalamus. L'hypothalamus va synthétiser encore plus de TRH, voyez, et ça va forcer quand même la synthèse de la TSH, mais cette fois, la synthèse de la TSH sera augmentée, okay, parce que la quantité de TRH qui va forcer l'hypophyse à produire de la TSH va être beaucoup plus importante. Okay. Ce qui va dans tous les sens, dans tous les cas, dans le sens d'un excès de TSH. Okay. Et bien sûr, vous savez que la TSH est liée, bien entendu, au taux de T4 et T3, okay, voire même de reverse T3, hein, T3 inverse, qui vont déterminer si on va synthétiser plus ou moins de TSH. Il y a des récepteurs au niveau de l'hypothalamus et de l'hypophyse qui reçoivent ces T4 et T3. Alors, il y a la T4, T3 libre, il y a la reverse T3, il y a aussi les T4, T3 conjugués, hein, qui ont été déjà métabolisés dans le foie, éliminés dans la vésicule biliaire et qui vont être réabsorbés par le cycle entérohépatique et qui vont se retrouver dans le sang. Ces T4, T3 conjugués, cette T3 reverse ou T3 inverse, ne servent à rien métaboliquement parlant. Ils ne sont pas fonctionnels. Par contre, ils servent en une seule chose, c'est de bloquer la synthèse de la TSH. Vous voyez, donc quand on a trop de reverse T3, quand on a trop de T4, T3 conjugués, donc un cycle entérohépatique accéléré, eh bien, ça pourrait diminuer la quantité de TSH qui arrive au niveau de la thyroïde et donc diminuer la synthèse de T4, T3. C'est des situations qui sont souvent difficiles à expliquer par certains médecins, où on a une TSH qui est, on va dire, normale, avec une baisse ou un déficit de T4 et T3. Ça, c'est très probable. Alors, il y a d'autres causes, mais c'est très probable que ça soit cette situation-là avec un excès de T3 inverse. Un excès de T3 inverse, c'est une accélération de cette enzyme, la désiodase 3, dont je n'avais pas parlé au début, mais il y a une désiodase 3 qui existe dans le foie et qui fait cette conversion d'un T4 en T3 inverse ou reverse. OK. Et c'est des situations de contraintes métaboliques extrêmes, hein, insuffisance rénale, insuffisance hépatique, euh, euh, insuffisance cardiaque ou
maladie cardiaque ou comment ça s'appelle troubles cardiaques congestifs. Jeûne sur le long terme, c'est pas le jeûne intermittent là, de repas ou le one meal day, c'est du jeûne, sur plusieurs jours ou restriction calorique de toute façon, chirurgie, etc. Toutes ces problématiques-là peuvent augmenter la synthèse de la reverse T3, ce qui va impacter aussi la synthèse des hormones thyroïdiennes. Sinon, sur l'autre cible, production de T4 et de T3, on est dans la thyroïde. Hein, et donc là, on a des constituants des hormones thyroïdiennes, la tyrosine. La T4 et la T3 ne sont pas autre chose qu'un dérivé de la tyrosine. Et cette même tyrosine est portée par des protéines qui sont riches en tyrosine, qu'on appelle les thyroglobulines. Okay, qui sont aussi des précurseurs des hormones thyroïdiennes, mais ce n'est pas les thyroglobulines dans leur ensemble qui vont produire la T4, T3, c'est la tyrosine contenue dans ces thyroglobulines qui produit la T4 et ensuite la T3. Apparemment, ce qui n'est pas très clair, apparemment, il y aurait aussi une T2 qui est produite en quantité infime et qui apparemment aurait même des récepteurs. Ça, c'est pas encore très clair là-dessus, mais bon, la quantité est très faible de cette T2 et apparemment, c'est-à-dire ça n'a pas on va dire, ça n'a pas d'impact important sur le métabolisme des hormones thyroïdiennes. Bon, jusqu'à maintenant, c'est la T3 qui produit la totalité des effets qui sont, on va dire, amputés aux hormones thyroïdiennes. Sinon, vous avez des cofacteurs d'enzymes qui permettent la synthèse des hormones thyroïdiennes, qui permettent la conversion de la tyrosine en T4 et ensuite en T3, et qui permettent surtout l'organification de l'iode. Organification de l'iode, c'est le fait d'utiliser l'iode qui est associé avec la tyrosine, ce qu'on appelle l'iodotyrosine. Donc là, c'est le zinc et le sélénium qui sont des cofacteurs directs, mais il y a un ensemble d'autres cofacteurs comme les vitamines du groupe B aussi qui interviennent, le fer par exemple, qui peut intervenir, qui sont des cofacteurs indirects, c'est-à-dire qui n'agissent pas directement sur l'enzyme. Le zinc ici et le sélénium sont les deux cofacteurs qui agissent directement sur l'enzyme. OK. Sinon, donc il y a, comme je vous disais, l'iode et la tyrosine qui sont des constituants. Et puis, donc, la TPO, c'est la thyroperoxydase qui est l'enzyme, en fait, une des enzymes qui catalyse la première étape de production des hormones thyroïdiennes. Donc là, c'est des cofacteurs et des constituants qui sont très importants. Protéine ici veut dire repas protéiné. Repas protéinés, surtout le matin, là où on a le plus besoin des hormones thyroïdiennes en termes de synthèse, c'est la matinée. Okay, les personnes qui sont fatiguées en matinée, déprimées, etc., qui n'arrivent pas à démarrer la journée et qui démarrent la journée que vers midi, voire l'après-midi, ça, c'est des personnes qui ont une très mauvaise synthèse de la T4 et T3 en matinée et il leur faut absolument un repas protéiné le matin. Ça ne veut pas dire qu'il faut manger que des protéines dans ce repas, mais il faut au moins 2-3 portions de protéines le matin. Protéines d'origine animale, bien entendu. Sinon, donc, on avait parlé aussi de cette problématique substitution de l'iode par les halogènes. L'iode est un halogène. Dans le tableau périodique des éléments, c'est un halogène. Parmi les autres halogènes qu'on a, on a le fluor, par exemple, le brome, le chlore et d'autres. Mais ceux qui sont les plus impliqués dans cette substitution et ceux auxquels on est les plus exposés, c'est le fluor, le brome et le chlore. Ok. Chlore et brome, on les trouve dans pas mal de choses, entre autres des perturbateurs endocriniens. Ok. Vous avez des dérivés bromés et des dérivés chlorés, notamment. Le chlore, on le trouve aussi dans l'eau, dans pas mal de choses aussi, dans certains produits détergents, etc. Le fluor, on le trouve là
en grande quantité dans tout ce qui est produit d'hygiène dentaire. Et donc, tous ces halogènes ici vont, euh, on va dire, rentrer en compétition avec l'iode au niveau de la thyroïde pour la synthèse des hormones thyroïdiennes. Et donc là, typiquement, en gros, vous allez obtenir des hormones thyroïdiennes, ok, qui vont contenir, admettons, une T3 qui va contenir deux molécules d'iode et une molécule de chlore, ou une molécule de fluor, une molécule de brome et une molécule d'iode, par exemple. Vous voyez. Donc, la signification de ça, c'est qu'en fait, cette T3 ne fonctionne pas. Elle n'a aucun sens et aucune utilité biologique. Ok, ça ne donne aucun signal biologique. Donc, cette T3 ne fonctionne pas, elle est dysfonctionnelle. Et donc, le problème qu'on a ici, c'est que quand on fait une prise de sang, une biologie, cette T3-là qui ne contient pas que de l'iode est comptabilisée comme T3 normale dans l'analyse. Okay. Ce qui rend les choses un peu plus complexes. Et c'est pour ça que l'hypothyroïdie, principalement, c'est un diagnostic clinique. C'est pas que la biologie ne sert à rien, elle est très importante, mais ça n'est pas la biologie qui détermine le diagnostic. Le diagnostic est purement clinique. Okay, donc la rétention d'eau, le gonflement du visage le matin, la lenteur psychique, mentale, la lenteur physique, la tendance à prendre du poids, la frilosité, la sensibilité au froid, les extrémités froides, la fatigue, surtout en début de journée, voire jusqu'à l'après-midi, etc., etc. Donc toutes ces problématiques-là, la constipation aussi, et ainsi de suite. Donc, toutes ces problématiques-là indiquent une hypothyroïdie. Okay. S'il y a ces signes cliniques ou un ensemble de ces signes cliniques, c'est qu'il y a une hypothyroïdie. Maintenant, la question à se poser ici, que je répète toujours dans ce type de conférence, ce n'est pas est-ce que je prends en considération la biologie ou la clinique. La question à se poser, c'est plutôt pourquoi, malgré que mon patient est hypothyroïdien, hein, ce que je vois cliniquement, c'est la réalité, pourquoi, malgré cela, la biologie ne l'indique pas. Okay. Et donc, la réponse à cette question apporte plus d'informations par rapport à l'état du patient. Donc, ça pourrait être, comme je vous disais là, une T3, T4 qui sont altérées, qui ne contiennent pas que de l'iode. Ça pourrait être aussi d'autres problématiques en rapport avec le récepteur, la signalisation post-récepteur et d'autres choses qu'on va voir juste après. Okay. Donc, ça pourrait être de la résistance au récepteur, ce qui est rare. Résistance au récepteur, à la T3, c'est relativement rare, mais ça existe. Ok. Ça pourrait être pas mal de choses qui font que, qui font que ça ne fonctionne pas ou ça ne marche pas. Et que malgré une biologie normale, le patient est en hypothyroïdie. Donc, dans ces situations-là, il faut explorer d'autres choses. La première chose à explorer, c'est de faire un bilan micronutritionnel complet qui permet de voir déjà si on a suffisamment de tous les cofacteurs, etc., qui interviennent dans toute la voie. Ce qu'on a vu en partie et ce qu'on va continuer à voir maintenant. OK. Donc, il y a aussi, mis à part les halogènes au sens propre, il y a d'autres métaux qui ont plus une affinité aussi pour les halogènes, comme l'aluminium par exemple, comme le lithium, qui peuvent avoir le même effet. Alors, le lithium est moins, et l'aluminium sont moins, c'est-à-dire sont moins toxiques que ces trois-là. Parce que ces trois-là, c'est des halogènes, en fait. C'est comme l'iode, en fait. Ils font partie du même groupe chimique auquel appartient l'iode. Alors que l'aluminium et le lithium, ça ressemble un petit peu aux halogènes, ça a des affinités avec les halogènes, ça peut se lier avec certains halogènes. Okay. Et donc, ça peut aussi jouer un rôle dans le remplacement. Quelqu'un qui est intoxiqué à l'aluminium, bon, l'aluminium ici va jouer un rôle très néfaste
pour la synthèse de ces hormones thyroïdiennes. Le lithium aussi, donc tout ce qu'on trouve dans les médicaments là, qu'on donne, par exemple, dans les cas de troubles bipolaires, citrate de lithium, carbonate de lithium, et ainsi de suite, et qu'on donne à des doses élevées. En général, c'est 500 mg, 600 mg ou plus, qui sont des doses très élevées. En micronutrition aussi, on utilise le lithium parfois sous forme d'orotate, mais c'est des doses infimes, c'est 60 mg, 100 mg, ce genre de dose. Pas plus, et on ne l'utilise pas systématiquement. OK. Mis à part cette problématique-là, il y a aussi une autre problématique qui est celle de la conversion de la T4 en T3. Comme je vous disais, la T3 qui est produite par la thyroïde n'est pas suffisante. Elle suffit uniquement à donner, on va dire, suffisamment de signalisation pour avoir suffisamment d'énergie qui va servir juste au repos. C'est-à-dire, c'est pas plus que ça. Ce qu'on appelle en nutrition classiquement le métabolisme de base. Cette quantité d'énergie là du métabolisme de base, ça vient de la T3 produite directement par la thyroïde, plus ou moins. Maintenant, on a forcément un besoin de conversion en T4 T3, de la T4 en T3, et ce qui fait qu'on a un besoin de ces enzymes des iodases. On a la DIO1 qui intervient dans le foie et la DIO2 qui intervient dans le cerveau, comme je vous disais. Donc pour la DIO1 et la DIO2 d'ailleurs, c'est les mêmes cofacteurs. On a des cofacteurs directs que sont le sélénium et la vitamine D. Là, c'est des cofacteurs qui vont intervenir directement sur l'enzyme, la désiodase. Okay, qui vont interagir directement avec la désiodase. Et il y a d'autres cofacteurs qui sont indirects, qui par différents moyens vont réguler de façon moins importante l'activité des désiodases. Donc zinc, vitamine A, fer, vitamine du groupe B et le cortisol aussi. Okay. Les hormones sexuelles aussi interviennent là-dedans, aussi testostérone, œstrogène, progestérone. OK. Alors, on a aussi cette conversion qui se fait également au niveau du cerveau. Et comme je vous disais, mis à part le foie, le cerveau est le seul organe qui a sa propre désiodase. Ça, c'est apparemment dû à une adaptation. Une adaptation, c'est une sélection naturelle sur le très long terme. OK. De l'Homo sapiens qui a immigré vers le nord. Hein. Vers le nord, c'est-à-dire vers l'Europe, parce qu'il y a très longtemps, l'Europe était en ère glaciale. Il faisait extrêmement froid, et justement, il y a eu une sélection très sévère euh, chez les Homo sapiens qui ont immigré vers le nord. Et donc, ceux qui ont réussi à survivre sont ceux euh, euh, qui ont eu cette DIO2, cette désiodase dans le cerveau qui permet aux neurones de produire leur propre T3 à partir de la T4 produite dans la thyroïde. Et ça, c'est dû au froid extrême, en fait. En tout cas, c'est une des hypothèses qui explique ça, et c'est l'hypothèse la plus plausible. C'est dû au froid extrême dans ces régions-là. Et comme la tête, en fait, le cerveau est extrêmement sensible, et que ça fait partie, en fait, des segments ou des zones qui, de toutes les façons, devraient être exposés au froid, parce que ne serait-ce que parce qu'on a besoin d'entendre, on a besoin de voir, etc., même s'il fait très froid. Donc, on ne peut pas ouvrir complètement la tête pour la protéger du froid. Et donc, là, pour que le cerveau fonctionne de façon performante, il lui faut sa propre enzyme pour produire sa propre T3 localement. OK. Et donc, ici, il y a quelque chose de très important à comprendre ici par rapport à la DIO2, c'est qu'on peut très bien, en traitant, par exemple,
quelqu'un au levothyrox, donc de la T4, le levothyrox c'est de la T4, on peut très bien corriger une hypothyroïdie en périphérie, c'est-à-dire dans tout le reste du corps, sauf dans le système nerveux. Et donc ici, ce que vous remarquerez, c'est que tous les symptômes qui sont en fait des symptômes autres que les symptômes neurologiques ou psychiques vont s'améliorer et resteront uniquement les symptômes neurologiques psychiques. Okay, la dépression, la fatigue mentale, le brouillard mental, tout ce qui est oui, lenteur cognitive. Donc, tout ça reste. Pourquoi? Parce que le cerveau peut avoir, enfin, il a sa DIO2, mais il peut y avoir des mutations, des polymorphismes, des variants génétiques sur la DIO2, sur le gène qui code pour la DIO2. Okay, et donc, quand vous donnez de la T4 en traitement à un patient, ben, cette T4, il pourra probablement la convertir parce que les mutations sur la DIO1 sont beaucoup plus rares que les mutations sur la DIO2. Donc, il pourra convertir cette T4 en périphérie grâce au foie. Il va obtenir, donc, le foie va produire cette T3 grâce à la DIO1. Cette T3 va aller à peu près enfin, dans tous les tissus, y compris d'ailleurs dans le cerveau. Mais comme le cerveau a sa propre DIO2, sa propre désiodase, qu'il a DIO2, et qu'il a besoin d'un apport supplémentaire de production locale, et que cette DIO2 est mutée, vous avez à peu près 10 à 20% de prévalence de ce type de mutation, 10 à 20% de la population. De la population, c'est-à-dire des hypothyroïdiens, 10 à 20%. À ce moment-là, il va y avoir un manque de T3 local au niveau du cerveau, ce qui va entretenir tous les symptômes d'une hypothyroïdie centrale, alors que les symptômes de l'hypothyroïdie, les symptômes périphériques, vont s'améliorer, voire disparaître. Oui, donc ça, il faut être très attentif par rapport à ça. Et donc ici, il faut un bon traitement micronutritionnel pour qu'il y ait une production suffisante de T3, mais ce n'est pas suffisant. Il faut un traitement supplémentaire de T3. OK? Ça, c'est une situation qui est relativement répandue. Sinon, on a aussi tout ce qui concerne la sensibilité aux récepteurs à la T3 et la signalisation post-récepteur. Donc là, on peut avoir des mutations du récepteur à la T3. C'est des mutations qui sont relativement rares. Par contre, on peut aussi avoir, comme je le disais avant, des mutations du récepteur à la T3 au niveau de l'hypothalamus et de l'hypophyse aussi. Ça, c'est une autre problématique. C'est aussi des mutations qui sont très rares, mais c'est une autre problématique. Ça donne des effets, comme je vous disais avant, du genre une TSH basse ou une TSH normale, okay, avec T4 et T3 bas. Donc, si vous avez cette situation-là, il est fort probable qu'il y ait cette problématique-là, cette résistance aux récepteurs à la T3, ce qu'on appelle les récepteurs alpha et bêta, dans l'hypothalamus et l'hypophyse. Okay, mais là, je ne vous parle pas de cette résistance-là, je vous parle de la résistance aux récepteurs à la T3 qu'on trouve dans les cellules cibles de la T3, c'est-à-dire dans toutes les cellules, en fait, tous les organes, tous les tissus. OK, donc cette sensibilité-là est dépendante d'un certain nombre de choses, entre autres la vitamine D, les oméga 3 et ce qu'on appelle les dérivés rétinoïdes. Les dérivés rétinoïdes, ce n'est pas de la vitamine A au sens propre tel qu'on la connaît, c'est-à-dire du rétinol en tant que tel. Ce sont des dérivés de rétinol. Voilà, il y en a plusieurs dizaines. Et donc, ceux-là, on les obtient à partir du rétinol. Et donc, à la fois, donc, les oméga 3, par exemple, vont augmenter la sensibilité du récepteur à la T3
à la T3. Et là, on parle ici du docking protéique, c'est-à-dire la fixation de la T3 sur son récepteur nucléaire. Donc là, c'est plus les oméga 3, bien que les oméga 3 ont aussi un effet sur la signalisation qui est moindre. Et donc, sinon, vous avez aussi la vitamine D qui intervient avec la vitamine A, mais ce qui est le plus important ici dans la signalisation post-récepteur, c'est la vitamine A, c'est les dérivés rétinoïdes qui vont créer cette fameuse cascade de phosphorylation qui va donner ces cascades de phosphorylation, c'est un signal biologique en fait. C'est un peu comme le courant électrique qui fait transférer des électrons pour avoir l'effet qu'on cherche, c'est-à-dire par exemple allumer une ampoule, un ordinateur, un frigo, etc. Là aussi, c'est un signal qui permet d'arriver jusqu'à l'ADN, c'est ce qui permet de déclencher une, euh, une empreinte en fait en activant un certain nombre de gènes, en désactivant un certain nombre d'autres gènes, etc. Ce qui concourt vers ce que nous on voit dans le phénotype, c'est-à-dire la clinique. Soit il n'y a pas suffisamment de ce signal et à ce moment-là, bon, on a moins de production d'énergie, moins de métabolisme protéique, etc. Et ça donne tous les symptômes qu'on connaît de l'hypothyroïdie. Soit on a suffisamment et ces symptômes-là disparaissent et soit on en a trop et ça donne à ce moment-là des signes cliniques d'hyperthyroïdie. OK? Et donc, sinon, vous avez aussi le cortisol. Et là, on ne parle pas du cortisol en termes de quantité uniquement, mais surtout en termes de sensibilité au récepteur du cortisol. C'est aussi quelque chose de très important. Sinon, alors, vous avez d'autres cibles. Alors, là, j'ai balayé rapidement, comme je vous disais, les différentes cibles. OK, donc en commençant par la TSH, la production des hormones thyroïdiennes, la conversion de T4 ou T3 dans le foie et dans le cerveau, la signalisation du récepteur à la T3. Et là, vous avez d'autres trucs aussi à faire, plus ou moins. Je n'aurai jamais le temps d'aborder tout ici, vous avez compris. Donc, les aliments goitrigènes, je vais vous donner une liste non exhaustive juste après, dans la slide d'après. Le gluten, alors moi, le gluten, je le classe aussi dans les aliments goitrigènes, mais là, je l'ai sorti à part parce que ça peut produire d'autres problématiques aussi, notamment des thyroïdites auto-immunes de type Hashimoto et autres. Le gluten est très, très lié avec Hashimoto. C'est une vraie problématique. Vous avez des patients qui ont Hashimoto qui peuvent s'améliorer grandement grâce à une alimentation sans gluten ou avec une diminution de la quantité de gluten. Ça, c'est très important. Le lait aussi peut faire la même chose. Je parle plus du lait non fermenté ici. Lait de vache, principalement, peut faire la même chose aussi, peut produire aussi des troubles au niveau de la thyroïde, un ralentissement au niveau de la thyroïde. C'est pas le lait en tant que tel, c'est des fragments de caséine, surtout chez les personnes qui n'arrivent pas bien à digérer les protéines, qui n'ont pas suffisamment de protéase. Ils peuvent avoir cette problématique-là. Améliorer la production, la sensibilité au cortisol, ça c'est aussi un sujet à part, ça pourrait faire l'objet d'une conférence à part. Alors, il y a des plantes adaptogènes qui sont intéressantes pour la thyroïde. La plus connue, la plus intéressante, c'est l'ashwagandha, okay. Witania somnifera, qui est le nom latin. Ashwagandha, Witania somnifera, qui à la base est utilisé comme son nom l'indique, le nom latin Witania somnifera, est utilisé notamment pour induire le sommeil ou pour améliorer les troubles du sommeil, mais laquelle on a découvert une nouvelle propriété qui est l'augmentation de la synthèse des hormones thyroïdiennes au niveau thyroïdien. Donc là, c'est des choses un peu plus complexes parce que les plantes adaptogènes contiennent un tas de principes actifs qui agissent sur un tas d'autres cibles. Okay, qu'on n'aura pas le temps de développer ici, mais en tout cas, c'est une plante qui est très intéressante, surtout dans les cas d'hypothyroïdie. La gugule aussi, c'est une autre plante de la médecine ayurvédique, et Coleus forscolli, dont le principe actif est la forscoline. C'est un polyphénol aussi du Coleus forscolli. Et aussi, cette problématique de l'iode aussi, bon, il y a des débats très chargés là-dessus.
Est-ce qu'on peut donner de l'iode même s'il n'y a pas de carence? Est-ce qu'on devrait donner de l'iode? Est-ce qu'on ne devrait pas donner de l'iode, etc. Donc, bon, il y a des débats là-dessus. Peut-être qu'on aura un débat là-dessus, moi et Stéphane Rézimand, qui va intervenir sur la journée du 25 février là-dessus, parce que lui, il est pour justement la prise de doses élevées d'iode, même s'il n'y a pas de carence. Moi, je suis contre. Euh, voilà, donc c'est bien de discuter euh, avec des gens avec lesquels on n'est pas toujours d'accord, hein. La discussion, c'est toujours avec l'autre, hein, et non pas toujours avec soi-même. Donc c'est toujours bien. Ça, c'est une liste que je vous mets ici des aliments goitrigènes, donc des aliments à éviter. Donc les choux, globalement, ça c'est, je pense que tout le monde connaît les choux, les brocolis, tout ce qui est crucifère. Le radis aussi, plus ou moins, ou surtout le radis noir, mais bon, le radis est beaucoup moins impliqué là-dedans. Ce sont en fait les groupements cyanides qu'on peut trouver euh, dans ces aliments-là. Et puis, on peut trouver aussi d'autres composants, comme par exemple dans les patates douces, ça c'est plus des lectines. Par exemple, dans le soja, c'est plus tout ce qui est œstrogène-like, isoflavone du soja. Alors, c'est pas forcément tous les isoflavones qu'on trouve dans d'autres composants, dans d'autres graines qui sont problématiques, mais ceux du soja pourraient être problématiques. Le millet, les produits laitiers, comme je vous disais, surtout ceux qui ne sont pas fermentés, et le gluten aussi. Vous avez aussi donc ici quelques références par rapport à cette histoire de l'iode. Est-ce qu'il faut prendre de l'iode ou en excès, beaucoup, pas beaucoup, etc. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un effet qui est bien connu métaboliquement parlant, ce qu'on appelle l'effet Wolff-Tchekhov, qui en fait, alors je ne saurais pas vous expliquer ici parce que c'est un peu complexe, mais en gros, euh, si quelqu'un n'a pas besoin d'iode, pas carencé en iode, et qu'on lui donne une certaine quantité d'iode, il y a un risque, ce n'est pas toujours le cas, mais il y a un risque. Ce risque est dose dépendant et durée dépendant aussi, durée de supplémentation dépendant, d'avoir une hypothyroïdie, c'est-à-dire d'avoir l'inverse en fait, d'avoir l'inverse de ce qu'on cherche. Et donc, dans ce sens-là, cet effet Wolff-Tchekhov peut apparaître sur des petites doses, c'est-à-dire des doses autour de 500 microgrammes, par exemple, d'iode, comme il peut apparaître sur des doses très élevées. OK. Merci de ne pas gribouiller sur l'écran parce que je suis obligé de départager et de repartager l'écran à chaque fois. Merci. Euh, Bon, ça c'était un petit peu ce que j'allais vous présenter ici rapidement. Alors, si je vais voir s'il y a des questions, j'essaierai de répondre au maximum des questions. Euh, alors, ok. Alors, dans le cas inverse, biologie d'hypothyroïdie mais asymptomatique, ça pourrait être tout simplement, alors ça dépend des biologies. Souvent, si c'est un petit peu bas ou autour de la limite inférieure, bon, s'il n'y a pas de symptômes, c'est qu'il n'y a pas d'hypothyroïdie en fait, parce que les symptômes, c'est l'hypothyroïdie en fait. Qu'est-ce qui se manifeste en fait concrètement quand on n'a pas suffisamment de T3 et donc pas suffisamment de production d'énergie, pas suffisamment de métabolisme protéique, etc. Qu'est-ce qui pas suffisamment de production de neurotransmetteurs? Bah, vous avez les symptômes, c'est-à-dire ça apparaît au niveau du phénotype. Le phénotype, ça peut être donc la biologie, mais surtout aussi les symptômes. Les symptômes court-circuitent toutes les problématiques qu'on peut avoir dans la biologie. Okay. Donc ça pourrait être normal en fait. Quelqu'un qui pourrait avoir une T4, T3 un petit peu élevée ou un petit peu moins élevé avec des symptômes, enfin avec des symptômes inexistants d'hypothyroïdie, bon, ça pose aucun problème. Est-ce que trouver le lithium dans la nature? Euh, oui, bon, il y a notamment entre autres les batteries au lithium par exemple et d'autres artifices électroniques.
ce genre de choses. On trouve aussi un petit peu dans dans les aliments, dans les poissons, en général, les fruits de mer, etc. On en trouve des quantités infimes, mais c'est pas ça qui pose problème par rapport au lithium. C'est la prise exogène de lithium, prise médicamenteuse. Hypothyroïdie clinique avec bilan biologique, ce qu'on traite quand même si en dosant, rapport T4, T3, rend compte s'il y a un défaut de conversion. Oui, c'est ça. Que faire devant un bilan qui montre TSH abaissé, T4 normal, je ne répondrai pas à ces questions parce que c'est des questions de cas cliniques en fait. Et cas clinique, il faut voir le patient, il faut avoir des tonnes d'informations là-dessus. Là, c'est des suppositions. Je ne pourrais pas répondre sur cette question-là. Il faut beaucoup plus d'informations. Quel est le bon taux quel est le bon taux de T3? Tout dépend. Il y a des taux, en fait, il y a des taux santé et les taux statistiques là qui sont, on utilise taux de laboratoire et il y a les taux santé. Euh, Ça, on le détaillera. Il y a beaucoup de choses qu'on détaillera au cours de cette journée du 25 février. Là, on n'a pas beaucoup de temps. Comment utiliser l'ashwagandha? Pareil, bon, les doses moyennes d'ashwagandha, c'est 500 mg, mais après, enfin, faut utiliser ça dans un protocole. C'est pas juste l'ashwagandha qui va servir à quelque chose. Il faut un protocole bien structuré. Certaines études ont montré que répéter le brocoli provoque dysfonctionnement des thyroïde. Qu'en pensez-vous? Si on en prend des quantités importantes, c'est-à-dire un demi-kilo tous les jours, bon, ben, en quelques semaines, on va avoir un goitre. Ça, c'est sûr. Mais si on prend des petites quantités tous les jours, ça ne pose aucun problème. Quercétine serait indiquée en cas de pathologie thyroïdienne. Oui. Alors, c'est plus les pathologies thyroïdiennes auto-immunes. Mais pas, c'est plus pour protéger en fait la thyroïde que pour réguler par exemple une hypothyroïdie. Est-ce que l'iode présent dans le sel suffit pour l'apport journalier? C'est pas suffisant, mais c'est une quantité euh, nécessaire, je dirais. Intéressant, ça fait bien des piqûres de rappel. Bientôt 25 février pour la journée. Oui, je vais vous en parler. Celles et ceux qui sont intéressés, je vais vous en parler juste après. Euh, pour ceux qui ne sont pas intéressés, ben, vous pouvez déjà suivre les questions et ensuite partir. Alors, comment et quand prendre le sélénium? C'est tout un cours. Euh, Ça, on l'abordera aussi sur cette journée du 25 février et probablement aussi qu'on aura aussi euh, un forum aussi en présentiel, en hybride complet sur un week-end où on va parler de tout ça, des pathologies thyroïdiennes, comme on a fait la dernière fois avec le diabète et comme ce qu'on va faire aussi pour l'obésité le mois de juin. Recommandation en cas de présence de nodules. Pareil, c'est c'est des questions qui nécessitent des conférences à elles seules. Cortisol peut interférer avec sur le métabolisme des hormones thyroïdiennes. Le cortisol améliore la synthèse des hormones thyroïdiennes quand il y a une bonne sensibilité au cortisol. C'est-à-dire dans les situations de stress, le cortisol est très élevé malgré qu'on a beaucoup d'inflammation. Malgré que le cortisol est anti-inflammatoire. Pourquoi? Parce que le cortisol ne fonctionne pas en fait. Il y a beaucoup de résistance au cortisol et dans ces situations-là, ça ne fonctionne pas non plus sur les hormones thyroïdiennes. Ok. Alors, place de l'épiphyse, mélatonine dans la régulation de la thyroïde, puis certains aliments nutrigènes. La mélatonine, c'est un effet anti-inflammatoire, antioxydant en général, y compris sur la thyroïde. Et ça, c'est la mélatonine périphérique. La mélatonine centrale, c'est un régulateur indirect aussi du système nerveux autonome. Et donc, le centre du système nerveux autonome, c'est l'hypothalamus. Euh,
Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Je vais, parce que j'ai un engagement juste maintenant, là maintenant. Donc, je vais juste passer. Alors, merci pour les gribouillis. Donc, il y a donc cette journée-là pour celles et ceux qui sont intéressés encore pour en savoir un peu plus sur les pathologies thyroïdiennes, pas uniquement l'hypothyroïdie. Là, vous avez compris, j'ai parlé d'hypothyroïdie comme exemple parce que, bon, en une heure, on ne peut pas faire grand-chose. Donc là, on va voir à la fois les hypos, les hyper et les thyroïdites auto-immunes. Prise en charge en médecine fonctionnelle, micronutrition, phytohormonologie, différentes approches. Vous avez donc différents conférenciers, dont moi-même, docteur Rafi Hamel, qui est euh, spécialiste en physiologie intégrative et phytothérapie clinique et médecine endobiogénique. Stéphane Rézimand, que je pense tout le monde connaît, spécialiste en médecine fonctionnelle. David Billstrom, qui est un Américain qui nous fera l'honneur de présenter un cas clinique aussi, qui est spécialiste de l'auto-immunité, et puis également Sylvie Simonet, qui est naturopathe et qui a pris en charge beaucoup de cas cliniques. Comme ça, vous avez des intervenants qui viennent de différents horizons. Et c'est ça l'objectif en fait du Forum international de nutrition intégrative, c'est de vous présenter tout ce qui fonctionne. On s'en fout complètement des barrières en fait qu'on met consciemment ou inconsciemment d'ailleurs sur les différentes disciplines, hein, nutrition, micronutrition, ceci, cela, médecine conventionnelle, etc. On s'en fout complètement. On utilise tout ce qui fonctionne. Et donc, c'est pour ça qu'on a à chaque fois une panoplie d'intervenants qui viennent d'horizons très différents. Donc là, il y aura 12 cas cliniques qui seront présentés par ces 5 conférenciers. Dysthyroïdie, prise en charge globale, médecine fonctionnelle, nutrition intégrative, tout. Donc, ça sera de 9 heures, plutôt de 8 heures. Alors, si c'est, oui, plutôt de 9 heures à 17h30. OK. Et ça sera une journée, bon, bien sûr, il y aura des pauses, y compris la pause déjeuner, et ça sera entièrement en ligne. C'est une formation, si vous voulez, hein, c'est une formation. Il y aura une attestation à la fin, mais c'est une formation. Concrètement, c'est une formation à la prise en charge des dysthyroïdies par l'approche intégrative. OK. Sinon, donc, pourquoi ne pas faire 2 jours? Ça sera les formats présentiels et en ligne, c'est-à-dire le format hybride tel qu'on l'a fait le novembre dernier pour le diabète, euh, tout simplement parce que il y a des obligations par rapport à tout le monde et donc c'est pas tout le monde qui sera disponible pendant tous ces temps-là. Oui, c'est exactement, merci. Donc c'est 8h à 17h30. J'avais confondu avec un autre événement. Euh, alors, sinon, donc, alors, vous pouvez contacter déjà ici Dr Sofiane Benzerguine, ceux qui sont intéressés par cette formation-là du 25 février. Vous avez le numéro de téléphone ici, ça fonctionne donc par téléphone ou par WhatsApp. OK. Sinon, mis à part ça, vous avez aussi 2 autres événements, voire quelques autres événements plus tard. Donc, il y a toujours la 2e édition du Forum international de nutrition intégrative qui portera cette fois sur l'obésité et les troubles métaboliques associés. Là, ça sera un complément à ce qu'on a vu sur la première édition, novembre dernier, qui était centrée sur le diabète. Là, il y aura bien sûr principalement de l'obésité, prise en charge de l'obésité et donc perte de poids. Il y aura des intervenants de tous les horizons, y compris des coachs sportifs, des physiologistes de l'exercice, des nutritionnistes, des médecins conventionnels. Il y aura un médecin qui va parler même de chirurgie bariatrique, de médicaments utilisés pour l'obésité. Il y en aura aussi, donc il y aura beaucoup de cas cliniques aussi. Okay, on a toute une demi-journée de cas cliniques qui seront présentés. Et donc là, c'est en hybride. Donc, il y aura
des participants en présentiel et des participants en ligne également. Le présentiel se passera à Alger, bien entendu, les 2 et 3 juin. Pareil, pour toute information, contactez le docteur Sofiane Benzalguine à ce numéro. Vous avez aussi ce 28 février, donc la formation de dramathérapie qui va commencer avec Sylvie Simonet. Moi, je vais intervenir au tout début. Dans ce même sens, il y aura aussi la formation phytothérapie, gémothérapie, mycothérapie qui va venir un peu plus tard, c'est-à-dire au mois de mai et mois de juin. Ici, c'est des formations sur des séances le soir, en fait. Hein. C'est à partir de 17h30. C'est des séances typiquement de 3 heures. Il y aura 2 séances par semaine. Donc, pour ceux qui sont intéressés par ces formations-là, aromathérapie, gémothérapie, mycothérapie, phytothérapie, merci de contacter Dr Sofiane Benzalguine également. Il vous donnera le programme, toutes les informations là-dessus. Et donc, on se tient au courant. Je vous tiendrai au courant pour d'autres événements. Vous recevrez demain le replay de cette conférence par mail. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Pour la Tunisie, on reviendra dessus plus tard. Alors, il y a donc aussi ce que je partage avec vous là maintenant. C'est alors non, c'est pas ici. Ça, c'est le lien pour s'inscrire à cette journée du 25 février pour les dysthyroïdies. Donc, je l'ai mis sur la barre de discussion. Alors, même si vous ne l'avez pas maintenant, c'est pas grave. Vous contactez juste Sofiane Benzalguine à ce numéro et il vous enverra le lien, pas de problème. Donc, ça, c'est le lien d'inscription pour celles et ceux qui sont intéressés. Voilà, donc merci pour votre attention. Moi, je dois me retirer parce que je suis déjà en retard sur mon engagement.